Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'histoire du Parti communiste français. Et après avoir parlé de sa naissance et des 25 points de Lénine qui vont poser les conditions qu'il va devoir respecter durant les années suivantes, nous allons voir vraiment maintenant comment ce parti s'inscrit dans son contexte politique en France. Et voir essentiellement en quoi il est un parti unique, parce que c'est le cas. C'est un parti qui est absolument unique dans le paysage politique français à l'époque. Il n'y a pas de parti de cette forme-là, nous allons voir en quoi il se différencie ainsi de ce qui existe à l'époque en France. Déjà, comme il a accepté les 21 points, le PCF est fortement soumis à l'internationale communiste. Et ça, c'est unique en France. Un parti qui est au sein d'une organisation internationale qui a une forte autorité sur elle et qui donc coordonne de manière efficace l'ensemble de la politique de différents partis à travers le monde, c'est quelque chose qui est nouveau. Certes, la CFIO avait fait partie d'une internationale avant, la seconde internationale. Mais celle-ci laissait une très grande liberté à ses partis membres. C'était plus une organisation de liaison et à permettre des contacts plus faciles entre partis, plutôt qu'une organisation qui cherchait à imposer une ligne politique et à imposer une ligne politique en fait cohérente entre différentes formations politiques. Ce n'était absolument pas un guide politique international. Et donc, la SFIO était très libre. Le PCF, c'est différent. Et c'est différent de tous les autres partis politiques qui ne sont pas, eux, pas du tout membres d'international. Parfois, il peut y avoir des liens entre différents partis à un niveau international. Mais c'est des liens souvent informels ou juste voilà, des relations amicales, mais pas de relations d'autorité. Donc déjà, ça, c'est unique. Et ça se manifeste par le fait que l'international communiste place des responsables issus soit de l'URSS, soit d'autres pays, dans les instances du PCF et de ces organisations sœurs que nous verrons dans une future vidéo. Et eux, donc, ces représentants représentent l'international communiste, portent sa parole et défendent sa ligne politique et peuvent l'imposer plus ou moins au sein du Parti communiste. Inversement, le Parti communiste français et les organisations sœurs ont des représentants au sein des instances de l'international communiste ou des autres partis communistes. Ça fonctionne dans les deux sens, mais tout ça sous l'égide de l'IC. Ces rôles-là se sont confiés à des militants de confiance, sont plus ou moins connus, donc c'est pas forcément des cadres très médiatisés. À la base, c'était souvent des représentants ayant déjà une expérience internationale, souvent des militants qui venaient de pays étrangers et qui s'étaient installés dans un autre pays. C'était assez courant à l'époque, les ouvriers au niveau de l'Europe, il y avait pas mal de migration. Donc on choisissait ces migrants-là parce que c'est des gens souvent qui étaient multilingues déjà, donc c'est un avantage, qui parfois avaient eu aussi une expérience militante dans un autre pays avant de militer en France, et qui donc avaient déjà des réseaux internationaux. Donc c'est des gens qui avaient des qualités pour être représentants à l'international communiste. Ce sera un peu moins le cas à l'avenir, ce genre de choix. Ensuite, c'est également des militants souvent jeunes mais prometteurs qui sont choisis. Au niveau de la jeunesse communiste, c'est un moyen de former des militants et aussi de s'assurer que, étant donné qu'ils sont à Moscou, qu'on puisse leur inculper une certaine fidélité à l'URSS pour que plus tard, quand ils sont responsables au sein du Parti communiste, ils soient bien fidèles. Donc plusieurs militants vont être formés ainsi, dont des gens connus, par exemple Ambroise Croizat, et il y a également des militants qui sont poursuivis dans leur pays, qui eux donc sont soit confiés des responsabilités dans un autre pays, histoire de se mettre à l'abri, et pouvoir du coup continuer de militer sans risquer de se faire arrêter. Donc le PCF doit respecter l'autorité de l'international communiste, mais ça c'est pas forcément quelque chose qui va de soi, parce qu'il y a plusieurs lignes au sein du PCF et elles ne sont pas toutes d'accord pour cela. 3 lignes principales, l'aile droite qui veut plutôt se rapprocher de la SFIO, pas la rejoindre mais que le PCF et la SFIO s'allient, donc ça c'est l'opposé de la politique menée par l'international communiste. Il y a une aile plus centriste qui est plus hostile à la SFIO, mais qui n'est pas non plus prête à obéir aveuglement à l'international communiste. Et du coup, ces deux courants vont être progressivement purgés par l'international communiste au profit de l'aile plutôt à gauche qui lui est fidèle. Pourtant, ces deux courants étaient majoritaires, puisqu'au congrès de 1922, le congrès de Paris, ils vont prendre l'avantage. Mais l'international communiste va trouver une solution. Le fait est que les cadres de ces deux courants sont plutôt des professionnels de la politique, des élus ou des permanents, d'anciens permanents de la SFIO, assez peu issus de la classe ouvrière. L'international communiste va imposer au PCF que la moitié de ses cadres soient issus du milieu ouvrier, qui eux sont plutôt issus de l'aile gauche qui lui est fidèle. Et donc ainsi, elle va réussir à imposer, malgré la défaite au Congrès, le fait d'avoir une majorité acquise à sa cause dans les instances du Parti communiste français, et reprendre ainsi le contrôle. Ça va aussi du coup influer sur la composition des cadres du PCF, puisqu'en 1920, seulement 18,75% des cadres étaient ouvriers. En 1924, ce chiffre va être à 47%, et il va osciller entre 47 et 52% durant la période 1924-1936. Et de même, ça va se voir aussi sur les élus. En 1920, aucun des députés membres du PCF n'était ouvrier. Ils vont par la suite être majoritaires et parfois même monter jusqu'à 70% dans la période 1924-1940.
Donc on voit qu'il y a un grand changement dans l'origine sociale des cadres et des élus. En plus d'imposer ce milieu social, l'international communiste va également renforcer tout son pouvoir sur les partis communistes et pouvoir directement en fait, nommer les cadres qu'elle veut dans ces partis. Et ainsi favoriser certains militants qui lui sont fidèles dans le cadre de la bolchevisation des partis communistes. Ainsi, ça va être des hommes comme Jacques Duclos, Benoît Frachon, Maurice Thorez, qui vont être favorisés. Ce sont des militants avec une expérience d'élite, qui sont venus plusieurs fois à Moscou, donc ils sont des gens connus et qui connaissent l'URSS. Ce sont des gens qui ne sont pas issus des cadres de la SFIO, qui vont donc les remplacer. Ces cadres de la SFIO sont remplacés parce que c'est des gens qui ont gardé certaines habitudes, que l'international communiste condamne, des gens qui sont souvent pas issus du milieu ouvrier, qui sont souvent moins révolutionnaires, et moins fidèles, bien moins fidèles à l'international communiste, et donc à sa ligne. Donc elle veut les remplacer. Et donc voilà, par exemple, prenons l'exemple de Maurice Thorez, c'est quelqu'un qui a adhéré à la SFIO en 1919, et qui est donc un militant post-1917, qui a adhéré dans le contexte d'essor et d'espoir révolutionnaire post-révolution russe, et qui donc est nourri de cette admiration pour la révolution russe et donc d'une fidélité. Et donc ce genre de militants vont connaître une ascension fulgurante au sein du Parti communiste. Cette attitude de nommer les cadres va se poursuivre et se renforcer, notamment dans le cadre des luttes qui vont déchirer la Russie soviétique et l'international communiste pour le contrôle du pouvoir, en fait, entre d'un côté le camp de Staline et le camp de Trotsky. Bon, on va pas rentrer dans les détails de cette lutte parce que c'est une histoire un peu compliquée. Peut-être un jour je vous ferai une vidéo dessus, sur les différents renversements d'alliances qu'il y a eu entre les Boukharine, les Zimonev, les Kamenev, bref, tout ce monde-là, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a cette lutte qui se déroule, et donc l'international communiste qui se stalinise va également du coup chercher à assurer que ce soit des fidèles à elle qui sont en responsabilité, et donc pas seulement des gens qui sont fidèles à l'international communiste, mais fidèles à la ligne de Staline. Par exemple, des gens qui étaient plutôt proches de Trotsky vont se faire éliminer des instances politiques. Pas forcément éliminer physiquement, mais exclus de leur responsabilité, voire exclus tout court du parti. Donc ainsi, c'est pas seulement l'aile droite du parti qui parle, la droite et l'aile centriste qui donc se font purger, mais du coup également des militants trotskistes, mais également d'autres qui vont partir, par exemple des anciens de la SFIO en effet, mais également des syndicalistes révolutionnaires qui pouvaient parfois être plus proches de l'anarchisme. Donc le fait que l'international communiste se montre de plus en plus autoritaire, ça ne leur plaît pas. Il y a également des intellectuels qui vont rompre à ce moment-là avec le parti communiste. Et ce qui fait que le PCF, à ce moment-là, il va voir ses effectifs fondre. En 1924, on est très loin des 110 000 adhérents de sa fondation. On n'est plus qu'à 57 000. Le nombre a presque été diminué par 2. Bon, il y a également le fait que l'espoir révolutionnaire qui était encore présent en 1920 a disparu entre-temps. Donc ça aussi, ça a causé un reflux. Et on voit que le PCF est à ce moment-là bien affaibli. Ça va se voir également dans ses scores, parce que c'est une période où le PCF fait entre 3 et 5% des voix. Alors, on n'est vraiment pas sur des scores très importants. Il arrive cependant à garder une certaine implantation dans le milieu ouvrier, à la fois parce qu'il en tire plus ses cadres, donc ça l'aide à être populaire parmi eux, mais aussi parce qu'il y a un développement des cellules d'entreprise, qui sont donc des cellules d'entreprise, c'était des sections d'action, de militantisme, qui s'organisaient au niveau des entreprises en réunissant du coup des gens qui y travaillaient pour y militer à l'intérieur. C'est quelque chose qui a pas mal disparu aujourd'hui au sein du PCF, mais qui lui permettait d'avoir une implantation forte dans pas mal d'entreprises et d'usines. Le PCF se distingue également par le fait que même en interne du parti, il y a un fort contrôle exercé sur les militants et les élus, par le centralisme démocratique. Comme je vous ai expliqué, c'est l'idée qu'une décision, quand la décision est prise, elle doit être appliquée fidèlement par l'ensemble des membres du parti. Elle peut être discutée librement, remise en question en interne, mais elle doit être appliquée et elle ne doit pas être critiquée de manière publique. Donc ça, c'est quelque chose que le PCF va appliquer fortement, en tout cas la partie centralisme, puisque, comme je vous l'ai dit, la partie démocratique du centralisme va être parfois bien remise en question. Dans certaines périodes, surtout la période de la stalinisation, forcément, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez original, parce que les partis politiques, souvent, jusqu'à présent, c'était souvent des partis de notables, des assemblées de notables. L'exemple flagrant, c'est le Parti radical, qui est un parti d'élus qui ont une grande liberté. Mais ça se trouve un peu ailleurs, dans tous les partis politiques, même à la sein de la SFIO, les élus ont une certaine liberté. Ça vient du fait que les partis politiques, c'est encore récent. Avant 1901, il n'y avait pas de structure officielle de partis politiques. C'était des mouvements, pas forcément formels, des mouvements gazeux, comme dirait Jean-Luc Mélenchon. Et donc, c'est des formations qui n'avaient pas un grand contrôle sur leurs membres et sur leurs élus. Et donc, les parlementaires étaient habituellement très libres de leur vote. Ce qui a pu expliquer en partie l'instabilité parlementaire et gouvernementale de la Troisième République, puisque même quand il y avait des majorités en théorie, vu que les élus et les parlementaires étaient assez libres, il pouvait y avoir des retournements d'alliance assez imprévus. L'apparition d'un important parti politique centralisé, c'est quelque chose de nouveau dans la vie politique française. C'est également un parti révolutionnaire.
Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas trop vu depuis un moment, parce que depuis que les partis socialistes étaient très modérés, étaient devenus de plus en plus réformistes, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les partis socialistes qui vont se réunir par la suite en SFIO étaient de moins en moins révolutionnaires. Ça se voit, ne serait-ce par exemple si on regarde l'appel pour législative de 1898 du Parti ouvrier français, qui était pourtant un parti socialiste tendance plutôt révolutionnaire. Quand on regarde cet appel, il y place beaucoup plus d'espoir dans le fait d'être présent à l'Assemblée, d'y être élu et de pouvoir ainsi peser sur les institutions. Ça, c'est quelque chose qui rompt avec l'idée plus révolutionnaire qu'avaient ces partis socialistes. Et donc, du coup, entre cette période-là et 1920, il n'y avait plus vraiment de parti important révolutionnaire en France. Donc ça, c'est un retour. C'est un parti qui va militer de manière très active pour essayer d'amener la révolution en France, parce que l'URSS considère, encore à ce moment-là, ça va changer par la suite, puisque quand Staline va théoriser la révolution dans un seul pays, mais jusqu'à présent, l'idée en URSS, c'est que la révolution russe ne peut pas survivre si elle n'est pas rejointe par des révolutions dans les pays blocs de l'Ouest, les pays occidentaux, plus industrialisés, plus développés du point de vue du développement du capitalisme. Ces pays-là sont censés faire la révolution pour qu'elle puisse survivre en URSS. Donc les partis communistes doivent se battre pour qu'elle arrive. Et donc de fait, le PCF se retrouve également souvent en bord de la légalité, puisque les actions révolutionnaires, par définition, ne sont pas légales. Plusieurs de ces militants, mais également de ces cadres, auront des soucis avec la justice. Certains seront emprisonnés. Plusieurs cadres des jeunesses communistes vont être dans la clandestinité. Par exemple, Henri Barbé, qui va se réfugier à Moscou, ou Henri Courtade, qui va utiliser un pseudonyme pour militer de manière clandestine. Le PCF, d'ailleurs, en parlant de clandestinité, est équipé d'un dispositif clandestin, composé de cash, d'imprimerie, de matériel dissimulé, de moyens financiers également, et de cadres officieux, absolument pas connus au niveau officiellement déclaré, mais qui sont responsables de ces instances cachées, dissimulées et clandestines, et qui sont censés pouvoir reprendre le relais si le Parti communiste est interdit. Ce qui va arriver en 1939, ce qui va contribuer à l'efficacité du Parti communiste français par la suite. Ces deux éléments, cet élément-là du lien fort avec l'URSS et l'internationale communiste, et cet élément révolutionnaire et clandestin, vont faire que le PCF va être régulièrement vu comme un parti qui est un ennemi de l'intérieur, un agent de l'étranger, ce qui va lui attirer pas mal d'hostilité, ce qui n'était pas forcément toujours injustifié en fait de s'en méfier, puisque des militants communistes étaient parfois des espions de l'URSS. Donc il y avait parfois réellement une raison de se méfier d'eux. Autre élément qui joue également à faire que le PCF est vu comme un agent d'étranger, mais qui du coup aussi le démarque, et en fait le sort un peu de ce qui serait une sorte d'union nationale sur certains sujets, c'est les prises de position anticolonialistes du Parti communiste français, antimilitaristes. Ça, c'est donc des positions que l'internationale communiste a. Il y a une internationale liée à l'IC qui est une internationale anticoloniale. Et donc le PCF qui, bon, ne sera pas d'abord... Au début, le PCF aurait été assez réticent à cet anticolonialisme. Il faut dire que dans les militants de base, c'était pas forcément pour ces raisons-là qu'ils avaient adhéré. Et par exemple, dans les colonies, le PCF était surtout composé de personnes venues des métropoles et qui étaient très favorables à la colonisation. Ça va créer des conflits. Il y aura des conflits pendant quelques années entre l'international communiste et le PCF sur cette question-là, et l'international communiste va reprendre en main en fait le PCF là-dessus. Et par exemple, il y aura Trotsky qui sera chargé de s'occuper de cette question-là. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles le trotskisme en France a une certaine influence comparé à d'autres pays, c'est que Trotsky a plusieurs fois eu des responsabilités en France, et ce qui avait permis de se faire un peu des réseaux qui lui avaient permis d'avoir plus de gens qui suivent et qui quittent donc le PCF pour rejoindre les mouvements trotskistes par la suite. Donc ainsi, le Parti communiste, à partir de la moitié des années 20, va se rallier grandement à l'anticolonialisme, s'opposant par exemple à la guerre du Rif, par des actions militantes, par une propagande dans les armées, ou surtout dans les conscrits, par son journal également, qui va plusieurs fois publier des articles et des unes anti-guerre du Rif. Donc cette guerre du Rif, c'est une guerre qui va avoir lieu au Maroc, qui a commencé dès le début des années 20, mais la France va s'y impliquer dans les années 1925-1926, donc là aussi, ce sera un sujet qui pourrait être développé dans une vidéo entière. Et donc ça va attirer une répression sur le PCF, parce que quasiment l'ensemble de la presse et de la classe politique française était favorable à cette intervention au RIF. Et donc le PCF est vu comme un ennemi, il va s'attirer beaucoup d'hostilités, hostilités qui étaient par exemple aussi attirées en 1923 lors de l'occupation de la Ruhr par la France. Probablement cette occupation de la Ruhr, c'est l'Allemagne ne paye pas assez vite ses réparations de guerre qu'elle est censée payer, du coup la France décide d'occuper une région industrielle pour se payer directement sur le pays. Ça a plongé l'Allemagne en crise. C'est également durant cette période qu'Hitler va tenter son premier coup d'État, et l'international communiste s'y oppose. Donc le PCF et le Parti communiste allemand vont entrer en contact pour s'y opposer ensemble. Et là aussi, ça va lui attirer beaucoup d'hostilité et le faire apparaître comme un ennemi de l'intérieur. Et quelque chose qui sera le seul à faire, avec des militants anarchistes aussi, mais qui ne sont pas organisés vraiment en parti politique. Et donc du coup, c'est terminé pour cette vidéo. Donc comme on a pu le voir, que le PCF, en fait, sur pas mal de sujets, était unique en son genre, à la fois de sujets de position politique, mais également d'organisation. Également
par son importance en termes d'adhérence. C'était un parti de masse, ce qui reste encore rare à l'époque, puisque comme je vous l'ai dit, les partis étaient surtout des partis de notables. Donc même avec 50 000 adhérents, ça restait un des partis les plus importants en termes d'adhérents. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, le PCF, en nombre d'adhérents aujourd'hui, est souvent dans le top 3 des partis. Et je crois qu'actuellement, il est deuxième parti politique avec le plus d'adhérents derrière LR, parfois premier, alors qu'en termes de score et en termes d'élus, il est bien loin. Et ça à l'époque aussi, où ils avaient 3-5% des voix, et pourtant c'était le parti le plus important en nombre d'adhérents. Donc ça, c'est quelque chose que le PCF a toujours eu comme originalité, et donc à l'époque, voilà, les partis, et qui est encore plus visible à l'époque, où le concept de parti de masse était encore très peu présent en France. Plus à l'étranger, mais en France, ça ne va arriver que progressivement dans les années 30. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à le dire en commentaire. Vous pouvez également dire en commentaire si vous avez des remarques et des questions, je serai ravi d'y répondre et d'en discuter avec vous. Comme d'habitude, les sources sont en description de la vidéo, donc vous n'hésitez pas à les voir, à les consulter. Voilà, sinon vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.